Les Africains sont-ils lâches, ignorants ou inconscients? Cette question, a priori excessive, voire insultante, s'impose presque à nous lorsque l'on vit notre silence assourdissant, notre mutisme, voire notre absence face aux fortes convulsions que connaît notre planète. Où sommes-nous? Que pensons-nous? Quelle est notre position face à toutes ces turbulences qui secouent le monde et nous frappent de plein fouet? Voilà déjà presque 2 mois que le conflit au Moyen-Orient a bloqué le passage de toutes les marchandises en direction de l'Afrique, que la guerre a bouleversé le commerce mondial. Et nous sommes fortement impactés. J'ai entendu pas mal de personnes en Afrique dire que cette guerre ne les concerne pas, que c'est une guerre entre les puissants pour une fois, et que nous n'avons pas à nous en mêler. Grosse erreur. Plus que jamais, elle nous concerne, nous frappe de plein fouet. Certes, pour l'instant, les bombes ne nous tombent pas sur nos têtes, mais les conséquences sont déjà là, lourdes. Cette guerre est d'abord celle du pétrole. Le pétrole dont nous avons si cruellement besoin dans toutes nos activités, que vous soyez en ville ou au village, que vous soyez agriculteurs, émigrants, soudeurs, mécaniciens ou chirurgiens, chauffeurs routiers ou cuisiniers, vous utilisez chaque jour de l'énergie pour travailler, même si elle est de mauvaise qualité. Les avions qui transportent les marchandises et les personnes tournent au pétrole. Les bateaux qui transportent les conteneurs de denrées ou de voitures, les camions qui font vos déménagements, qui transportent la nourriture que nous achetons sur nos marchés, les bus qui nous transportent, les motos dans nos villes, nos propres véhicules, notre électricité en grande partie, tout cela fonctionne grâce au pétrole. L'Afrique a la chance, c'est vrai, d'avoir un sous-sol riche en pétrole, puisque l'Afrique produit 10 millions de barils bruts par jour. C'est une quantité importante. Seulement, pour l'utiliser, nous avons besoin de la raffiner. Et c'est là où les choses se compliquent. C'est là où nous manquons encore une fois de maturité ou d'organisation. Même s'il faut saluer l'extraordinaire initiative de l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote, qui malgré les folles, les violentes embûches des lobbies pétroliers, a construit et mis en route une raffinerie complète avec une capacité de 650 000 barils par jour, il faut avouer que cela ne suffit pas. Le reste de la production, dont plus de 9 millions de barils par jour de pétrole brut, est exporté vers l'Asie, l'Europe et les États-Unis pour être raffiné et réimporté beaucoup plus cher en Afrique pour notre consommation locale. Ce qui, évidemment, nous rend totalement dépendants du pétrole qui arrive d'ailleurs. Nous réimportons chaque jour près de 4 millions de barils de pétrole raffiné. Et ce pétrole qui vient d'ailleurs, une bonne partie passe par ce bras de mer qu'on appelle le détroit d'Ormuz. Ce petit bras de mer de 23 km entre l'Iran et les Émirats. Cette bande d'eau coincée entre l'Iran et la péninsule arabique, reliant le golfe Persique à l'océan Indien. Et bien sûr, ce détroit est tenu par l'Iran. Sous les bombardements des États-Unis et d'Israël, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz. Ce qui, évidemment, est en train de faire monter le prix du pétrole. Avant la guerre, le prix du baril était autour de 72 $. Depuis le bombardement, le prix du pétrole Brent a franchi la barre des 140 $ en début avril 2026. Il n'y a pas que le pétrole qui transite via ce détroit. Environ 80% de la production de polyéthylène du Moyen-Orient, le plastique le plus utilisé au monde, ainsi que le tiers des engrais mondiaux y passent. Or, les engrais, c'est l'agriculture africaine. Les plastiques, c'est l'emballage, la construction, l'industrie locale. Il y a surtout les engrais. Quelque part au Sahel, un agriculteur attend les engrais qui ne viendront pas à temps. Un transporteur à Lomé voit sa facture de carburant s'envoler. Un gouvernement en Afrique de l'Est révise son budget à la baisse. Le commerce entre l'Afrique et les pays du Golfe est colossal et croissant. Selon Afreximbank, les échanges commerciaux entre l'Afrique et les 6 monarchies pétrolières, c'est-à-dire Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Koweït, Oman et Bahreïn, bref les États du Golfe, ont atteint 121 milliards de dollars en 2023, soit plus du double en comparaison à 2016. Les exportations africaines en provenance de cette zone ont atteint 51,5 milliards de dollars. Toute interruption prolongée du détroit se traduit donc directement en facture pour les ménages africains, en pénurie et en inflation. Vous vivez d'ailleurs déjà les conséquences de cette hausse des prix à la pompe et dans différentes marchandises, notamment les diverses denrées importées d'Asie. Surtout que, comme d'habitude, aucun de nos pays n'a fait de stock pour les périodes difficiles comme celle-ci. Les denrées qui s'envolent, ce n'est pas une vue de l'esprit. Les engrais qui n'arrivent pas, ce n'est pas une vue de l'esprit. Le carburant qui manque et les prix à la pompe, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il est évident que dans les semaines et les mois qui vont suivre, nous allons assister à de fortes perturbations, avec des risques importants de violence et de soulèvement, et des mouvements de protestation.
Ce n'est un secret pour personne que la vie chère est le carburant de toutes les contestations qui ont souvent déstabilisé et ensanglanté nos pays. Il suffit pour s'en convaincre d'augmenter de quelques francs seulement les prix du pain ou du carburant ou du riz. Pourtant, malgré cette menace claire, nous assistons en spectateurs à cet extraordinaire bouleversement qui ne nous épargnera pas. Pas de sommet africain, pas de rencontre, pas de stratégie collective pour faire face, pas d'accord pour amortir le choc qui se prépare, pas une démarche digne de ce nom qui puisse ne serait-ce que préparer les populations à la menace. On attend en silence, spectateurs de notre propre sort. Lâcheté, inconscience, ignorance de nos dirigeants, ou tout cela en même temps. I can tell you without an iota of doubt that African Union, as is today, is not fit for purpose, is not fit to provide the leadership that this continent needs going into the future. And therefore, there is need for the reform of the African Union. Comme depuis plus d'un siècle, nous attendons que ce soit encore ceux qui ont déclenché ce conflit qui viennent nous proposer leurs solutions. Comme si nous n'avions pas compris que nous ne sommes pas une priorité pour eux. Ce n'est pas les États-Unis qui sont empêtrés dans la guerre déclenchée par Trump et Netanyahou qui vont mettre les difficultés économiques de l'Afrique dans leur agenda. Ce n'est pas l'Europe qui subit les foudres de Washington, qui a du mal avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui va avoir pour priorité d'amortir le choc de la guerre sur l'Afrique. Pourquoi le ferait-elle? Qui pourrait le lui reprocher? Cette inertie de l'Afrique est récurrente, rien de nouveau. On n'a rien tiré des différents chamboulements du monde causés par les autres. Choc pétrolier de 1973, l'Afrique subit. Guerre du Golfe 1991, l'Afrique subit. Crise financière de 2008, l'Afrique subit. Covid-19, l'Afrique subit. Guerre en Ukraine 2022, l'Afrique subit avec la désormais bataille du blé. Aujourd'hui, guerre Iran, États-Unis, Israël 2026, l'Afrique subit encore en silence. Elle ne pense toujours pas à s'organiser. Lâcheté, inconscience, ignorance ou bêtise, ou tout cela en même temps. Comment gagner le respect des autres avec une telle attitude? Et cette inertie s'étend dans tous les domaines. Tout se passe comme si nous, Africains, avons choisi de subir et de compter sur l'aide des autres pour amortir le choc, qu'ils ont eux-mêmes suscité. Comme si les leçons du passé ne nous servent pas à nous prémunir. Not charity. Foreign aid is not charity. It is designed to further the national interest of the United States. Comment peut-on penser que celui qui balance une telle vérité, si logique, peut constituer notre salut? Un dirigeant de ce niveau, le patron de la diplomatie américaine, qui vous fait clairement comprendre que son aide n'est pas de la charité et qu'on continue de parler d'aide. Pourquoi cette propension à toujours faire vibrer la corde de l'émotion dans un monde où les autres ont montré que ce qui compte, leur objectif, c'est la conquête, leurs intérêts? 5 centuries before the end of the Second World War, the West had been expanding. Its missionaries, its pilgrims, its soldiers, its explorers pouring out from its shores to cross oceans, settle new continents, build vast empires extending out across the globe. But in 1945, for the first time since the age of Columbus, it was contracting. Europe was in ruins. Half of it lived behind an iron curtain, and the rest looked like it would soon follow. The great Western empires had entered into terminal decline, accelerated by godless communist revolutions and by anti-colonial uprisings that would transform the world. Ça a le mérite d'être clair, non? Pendant qu'à l'ONU, les Africains s'échinent à faire adopter la traite négrière comme le plus grand crime contre l'humanité, les USA, qui ont voté contre cette résolution, revendiquent cet héritage. But only if we are unapologetic in our heritage and proud of this common inheritance can we together begin the work of envisioning and shaping our economic and our political future. This is why we do not want our allies to be shackled by guilt and shame. We want allies who are proud of their culture and of their heritage, who understand that we are heirs to the same great and noble civilization, and who together with us are willing and able to defend it. Marco Rubio, le chef de la diplomatie US, magnifie l'action des esclavagistes qui leur ont légué un immense patrimoine. Et le secrétaire d'État américain ne se contente pas de faire un hommage appuyé à la colonisation et à l'esclavage. Il invite les siens, occidentaux, à repartir à la conquête, à
à se mettre ensemble à nouveau pour aller dompter le monde, pour aller recoloniser, sans complexe, imposer la civilisation occidentale au reste de la planète. Against that backdrop, then as now, many came to believe that the West's age of dominance had come to an end, and that our future was destined to be a faint and feeble echo of our past. But together, our predecessors recognized that decline was a choice, and it was a choice they refused to make. This is what we did together once before, and this is what President Trump and the United States want to do again now, together with you. Si nous n'avons toujours pas compris que notre salut ne viendra pas de ceux qui prétendent encore nous aider, alors nous sommes définitivement ou inconscients, ou lâches, ou simplement bêtes, ou tout cela à la fois. Et dans ce cas, nous méritons notre sort. And one that does not maintain the polite pretense that our way of life is just one among many, and that asks for permission before it acts. And above all, an alliance based on the recognition that we, the West, have inherited together, what we have inherited together is something that is unique and distinctive and irreplaceable. Because this, after all, is the very foundation of the transatlantic bond. Même en nous bouchant les oreilles, cette fois-ci, le projet de recolonisation, nous l'entendons. Et la stratégie clairement définie est la force. This is why we do not want our allies to be shackled by guilt and shame. We want allies who are proud of their culture and of their heritage, who understand that we are heirs to the same great and noble civilization, and who together with us are willing and able to defend it. Maintenant, nous, Américains et Européens, mettons-nous ensemble à nouveau pour aller imposer notre civilisation à travers le monde. Et ce projet est adopté, intégré par les puissants de l'Occident, par la conscience occidentale, par les décideurs occidentaux. Il suffit de regarder le standing ovation que suscite le discours clairement colonialiste de Marco Rubio devant un impressionnant parterre de décideurs européens pour bien le mesurer. Le réflexe ne doit pas être juste l'émotion pour l'Africain. Ce n'est pas la haine. C'est s'organiser pour mieux répondre à cette agression clairement programmée. Et on n'est pas surpris, il faut le reconnaître, par ce projet, par ce dessin, non ? Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ce message aussi était assez clair pour susciter une réaction de nos dirigeants, une organisation pour parer à ceux qui se préparent. On en est loin, très loin. Au contraire, certains États africains continuent, sans sourciller, de servir cette cause, de jouer les faiseurs des désordres chez leurs voisins au profit des puissances qui rêvent de maintenir leur influence dans ce qu'elles considèrent toujours comme leur précaré. On peut ne pas aimer les dirigeants de l'AES. On peut ne pas approuver leurs méthodes. On peut critiquer leurs résultats. On peut dénoncer leur approche, leur faire le reproche de gérer leur pays comme on mène une armée. Pointer du doigt l'absence de liberté, de démocratie. On peut comprendre certaines de ces critiques. Mais on ne peut pas ne pas leur reconnaître le mérite d'avoir réalisé à leur corps défendant ce dont rêvaient tous les dirigeants subsahariens depuis des décades. Mettre dehors l'ancien colonisateur, mettre un terme à sa toute-puissance, au néocolonialisme qu'il perpétuait, mettre un terme à cette condescendance, à cette occupation. Le prix est élevé, mais au moins ils ont osé et réalisé ce rêve de tous les panafricanistes épris de liberté. C'est triste de voir que leurs homologues, qui pour certains ont voté des sanctions contre eux, n'assument pas publiquement leur opinion, leur soutien à leur action. Trop facile d'adopter une posture pour plaire à ce qu'on a appelé la communauté internationale. C'était peut-être l'occasion pour les mêmes qui les ont admirés, qui secrètement, dans leur palais, les décrivent comme des courageux, de leur apporter un soutien pour faire face à l'adversité. On aurait peut-être un meilleur résultat sur le terrain. De ce côté-là, rien, vraiment rien. Pas une cagnotte, pas une aide, pas un appui économique ou moral. Au contraire, des voix s'élèvent pour dénoncer des atteintes aux droits de l'homme et même leur immaturité. Un peu comme s'ils étaient inconscients du fait que leur éventuel échec sonnerait le retour à une situation de colonisation claire et déterminée. Comme s'ils n'avaient pas conscience que l'échec de l'expérience de l'AES serait clairement un message de dissuasion à qui oserait à nouveau se lancer dans une telle aventure de souveraineté. L'échec de l'AES marquerait clairement la fin de l'aventure souverainiste sur le continent.
puisque personne ne s'y risquerait à nouveau par peur de représailles. Nos dirigeants et nos intellectuels le savent-ils? Lâcheté, inconscience, ignorance ou tout cela en même temps? On est parvenu, à coup de matraquage médiatique, à faire rimer panafricanisme avec rejet de l'autre ou haine de l'Occident. Comme si le désir de liberté des Africains était illégitime. Comme si la simple démarche de souveraineté était injustifiée. Peut-être doit-on plus souvent enseigner l'histoire à notre jeunesse, puisqu'elle semble faire défaut à une élite africaine. Le camp occidental a donné un bien piètre exemple tout au long des 20 dernières années. Ne l'oublions pas. La guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, la guerre de Libye, les guerres du Sahel, et tout cela pour quel résultat? Hollande l'a dit ici, qui payait une dette en 2013. Pourquoi on passe le temps à nous dire les soldats français sont morts? Les Américains n'ont-ils pas libéré la France? L'armée rouge n'a pas libéré une partie de l'Europe? Pourtant, quand les Français ont décidé que ce n'est plus nécessaire, ils ont dit aux Américains de partir. Est-ce que les Américains se sont mis à insulter les Français? Est-ce que, face à la décolonisation, il fallait nier à ce point-là les exactions, les crimes? C'est vrai que beaucoup semblent avoir effacé l'épisode du général de Gaulle, demandant avec insistance, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, aux Américains qui venaient de libérer la France, que le moment de partir était venu. Que les billets qu'ils mettaient en circulation en France n'étaient pas acceptables, ils les ont aussitôt retirés. Les Américains sont partis sans faire d'histoire, laissant les Français installer qui ils voulaient aux affaires. Ils sont pourtant toujours alliés malgré les mépris souvent affichés de Washington. Beaucoup semblent avoir légué cette partie de l'histoire aux orties. Ça ne semble manifestement pas autorisé aux Africains d'en faire de même. C'est le crime des officiers de l'AES. Beaucoup semblent avoir oublié ces têtes coupées et exposées aux principaux lieux de passage des Africains. Beaucoup semblent vouloir effacer les mémoires, ces images de violence contre les populations indigènes, et ne montrent que la démocratie dont ils seraient les chantres. Beaucoup semblent avoir oublié que le Code noir, qui déclarait les esclaves êtres meubles, qui autorisait le marquage au fer, la découpe des jarrets, les oreilles coupées en cas de fuite et la peine de mort n'est toujours pas abrogée. Bien que le décret d'abolition ait été signé par le ministre de la Marine et des Colonies, Victor Schœlcher, en 1848, mais la France n'a jamais abrogé le Code noir. La proposition de son abrogation n'a été déposée à l'Assemblée nationale française qu'en septembre dernier, en 2025. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le président Panifous, grâce à vous, grâce à votre question, je découvre cette réalité juridique que j'ignorais absolument, et j'imagine tous ceux qui sont autour de nous, que le Code noir n'a pas été aboli en 1848, comme nous le croyons, après avoir été aboli pendant la Révolution française, puis rétabli par Napoléon. Nous croyons tous qu'il avait été aboli, et je vous remercie d'avoir éclairé la représentation nationale et le gouvernement sur ce sujet. Si le Code noir n'a pas été aboli en 1848, il faut qu'il le soit. Je prends l'engagement au nom du gouvernement qu'un texte actant l'abolition du Code noir sera présenté au Parlement et, je l'espère, voté à l'unanimité. En tout cas, c'est la volonté du gouvernement. On parle là de dignité humaine, de symbole que l'on doit à ces hommes et femmes nés en captivité. Comment expliquer à la jeunesse africaine que celui qui a commis ces crimes, qu'il refuse d'expier, est légitime pour lui parler de liberté dont ces nations européennes seraient les protectrices et les modèles? Vous savez, quand Napoléon, qui est premier consul encore, veut reconquérir Haïti, il envoie une armée, dizaines de milliers d'hommes. Ce sont des militaires avec des officiers formés par la Révolution française. On est en 1801, 1802. Ils ont les idéaux des droits de l'homme. Ils sont pour certains francs-maçons. Et qu'est-ce qu'ils écrivent? Je cite les écrits de Leclerc, qui est un homme humaniste normalement. Il dit « Je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre situation que de les exterminer tous au-dessus ». D'abord, il dit de 14 ans, et puis un autre dit au-dessus de 7 ans. Au-dessus de 7 ans, les exterminer tous. Et il prend des chiens mangeurs d'esclaves qu'il prend de Cuba pour aller les tuer. Il va échouer et il va perdre cette guerre. Mais c'est un humaniste, monsieur Leclerc.
et il devient un barbare. Évidemment, dans ce débat, on a tendance à dire « oublions le passé », ce qui est impossible, parce qu'il y a toujours ce devoir de mémoire que nous avons, qui est souvent qualifié par de l'hypersensibilité, c'est pas le cas. Mais je peux vous dire que ça a aussi des conséquences, on peut en parler. Le colonialisme. Cette question qu'on a essayé de dénouer, mais imparfaitement en proclamant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un peuple qui en colonise un autre ne saurait être libre. Un peuple qui prétend être la civilisation et les autres sont des barbares, eh bien ce qui arrive, et Aimé Césaire l'a écrit en son temps, devient lui-même un barbare. Il se barbarise, il commet des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, voire des crimes de génocide. C'est ce que Césaire écrivait très bien dans son discours sur le colonialisme. L'heure n'est pas à la rancœur ou à l'affrontement, mais au bon sens tout simplement. On doit rester calme, serein, courtois. La jeunesse africaine demande tout simplement de lever son genou de son cou, pour reprendre l'expression célèbre du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. C'est juste un cri de liberté, pas de haine. Close to seeing Mr. Kim here at the White House? Could happen. I mean, they talked about that yesterday with Mike Pompeo. Yeah, I think it's something that could happen. Yeah. Hey, he's the head of a country, and I mean, he is the strong head. Mm-hmm. Don't let anyone think anything different. Right. He speaks, and his people sit up at attention. I want my people to do the same. Well, sometimes you need a dictator. In the CIA, we didn't give a hoot about democracy. I mean, it was fine if a government was elected and would cooperate with us, but if it didn't, then democracy didn't mean a thing to us. And I don't think it means a thing today. The true goal of the United States government is control. The principle of government by the people, for the people, of the people, that is that's just silly. Après ces propos du président Donald Trump en personne, qui rêve d'installer aux USA un régime semblable à celui de Corée du Nord, qui dit qu'il faut de temps en temps des dictateurs à la tête d'État, après ces confidences d'un haut responsable de la CIA qui explique clairement que la démocratie ne fait pas partie de leurs préoccupations, les motivations sont claires. Les puissances ne viennent pas et ne viendront jamais pour la promotion de la démocratie, mais pour se servir. C'est de bonne guerre. C'est ça la démocratie américaine, c'est ça qui dirige le monde, et c'est révoltant. C'est révoltant. Sauf qu'il est le président de la première puissance mondiale. Les États-Unis sont dans la main de gens totalement irresponsables. Qui est M. Witkoff? Le partenaire de golf de M. Donald Trump, un spécialiste des questions immobilières. Qui est M. Jared Kushner qui négocie avec M. Witkoff? C'est son gendre. There is no democratic president in the world. I say truly. Who is the democratic president? Trump? Obama? Who is here in Britain? We should be clear. Democracy is an illusion. We cannot have democracy in a capitalist, imperialist, patriarchal system, religious system. La détestation dont sont victimes les dirigeants de l'AES dans quelques pays européens n'est pas une question de démocratie. Chacun a désormais conscience de cela. Il s'agit, et j'ai presque envie de dire que c'est logique, il s'agit d'intérêt que cette soldatesque a contrarié, ni plus ni moins. Ce n'est pas une question d'émotion ou d'affect, c'est un fait avéré. Et ceux qui ont fait d'eux des parias ne font rien de nouveau que ce qui a toujours existé. Ils luttent pour préserver ce juteux précaré. Et ce qui est en revanche incompréhensible, c'est l'acharnement de certains Africains à les combattre au point d'exprimer clairement leur préférence pour le maître d'hier, pour l'ordre ancien. Je n'ai jamais vu une personne embarquée dans un bus qui, par haine justifiée ou non, pour le conducteur préfère qu'il se plante et fait tomber le bus dans le ravin, alors que lui-même est dans le bus. Lâcheté, ignorance, inconscience ou bêtise, ou tout cela en même temps. Cela interroge. Et ça interroge davantage lorsque l'on vit l'offensive particulièrement oppressante des responsables américains auprès de nos chefs d'État pour qu'ils signent des accords léonins pour accueillir dans nos pays les rébus de chez eux. Ce que l'on ne veut plus dans leur pays. Ce qu'ils considèrent comme des irréductibles, des déchets. La pression est tellement forte qu'une dizaine de pays subsahariens ont discrètement signé ces accords dans l'intimité de leur palais. Comment cela se passe exactement? Et vous allez voir la solitude de nos dirigeants et la pression à laquelle ils cèdent souvent en silence. Un responsable américain débarque avec une mission très officielle, avec tout le décorum. Au moment du huis clos avec le chef de l'État, le ton change et l'objet de la mission aussi. Il pose le deal sur la table. Vous devez accueillir des expulsés de notre pays moyennant quelques pécules. Mais si vous n'êtes pas d'accord,
nous serons dans l'obligation de supprimer telle ou telle subvention. Le budget qui était alloué aux Nations Unies et que le président Trump a interrompu sert à mener tous ces deals. Le secret sur le procès était protégé jusqu'à ce que le New York Times le rende public. On y apprend par exemple comment, pour tordre le bras au gouvernement camerounais qui était opposé à la proposition de Washington d'accueillir des migrants expulsés de son sol américain, l'administration Trump a bloqué les 30 millions de dollars alloués jusque-là au bureau camerounais du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En novembre dernier, juste après les élections présidentielles, les diplomates US débarquent à nouveau à Yaoundé avec un deal sous forme de chantage direct. Soit vous accueillez nos expulsés, soit vous dites adieu aux 30 millions de dollars destinés au bureau camerounais du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'administration Biya, qui au départ avait dit non au chantage, plie. Surtout que selon le New York Times, elle caressait l'espoir que Washington va leur livrer dans un filet les dissidents séparatistes exilés en majorité aux USA. En janvier dernier, avant le décollage du premier contingent d'exilés vers le Cameroun, toujours selon le New York Times, Washington a versé les 30 millions de dollars au bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Aujourd'hui, nous sommes à 17 arrivés au Cameroun, originaires de 9 pays, qui n'ont pas forcément un lien avec le Cameroun. Démerdez-vous avec eux. Et le Cameroun fait partie de la dizaine d'États du sud du Sahara qui ont signé cet accord. Plus d'une centaine de réfugiés sont déjà arrivés sur le sol africain par cette pression. Ces arrangements prévoient des financements US aux pays qui acceptent ces expulsés. Au moins 40 millions pour environ 300 expulsés. Le Rwanda, 250 migrants. Le Soudan du Sud, les Swatini, 160 places pour 5 millions de dollars. L'Ouganda, le Cameroun, 30 millions de dollars. On compte aussi dans ces pays hôtes la Guinée équatoriale. Le Ghana dit avoir reçu des expulsés US, mais affirme n'avoir rien reçu comme argent en contrepartie. Il aurait plutôt négocié la facilitation des visas pour les Ghanéens vers les USA. De cette forte pression des Américains, j'en ai discuté très récemment avec 3 chefs d'État et un chef de gouvernement qui disaient le poids du chantage et les menaces qui les accompagnent. Et les contraint ainsi à accepter de faire, comme le souhaitent les dirigeants américains de notre continent, la poubelle du monde. Une personne qui fait le ménage chez elle, qui balaie sa cour et vient déposer ses ordures chez vous, peut-on dire qu'elle vous aime, qu'elle est une amie, qu'elle vous respecte, qu'elle se soucie de votre bien-être? En plus, si les déchets sont radioactifs, comment allez-vous contrôler ces délinquants, ces assassins, ces indésirables, ces violeurs, cette horde de psychopathes qui font partie de ces cohortes dont elle se débarrasse, rebut qu'elle-même, malgré ses énormes moyens, n'a pas pu maîtriser? Est-ce vraiment rendre service à notre famille, à notre population, si vous acceptez de faire de notre maison votre dépotoir? Les USA, dans ce domaine, ont suivi l'exemple de la Grande-Bretagne qui s'est rebuffée pour des raisons plus pratiques que morales. Le plan pour le Rwanda était mort et enterré avant même de commencer. Il n'a jamais été dissuasif. C'est presque le contraire, parce que tout le monde a compris, en particulier les gangs qui dirigent ces opérations, que les chances d'aller au Rwanda étaient si minces, moins d'1%, que cela n'a jamais été dissuasif. Un recul qui, paradoxalement, a mis le président Paul Kagame du Rwanda en colère. Il était chaud pour accueillir toute la raclure qui devait lui être livrée. Bien d'autres nations occidentales, très secrètement, sont en train de négocier avec nos pays pour devenir leur dépotoir. L'Italie semble plutôt bien avancée. Et les pays qui ont accepté d'accueillir les expulsés des USA ne sont pas des moindres. Se souviennent-ils seulement, quelques secondes, de ce que pense le président Trump de leur pays? Somalians ripped off that state for billions of dollars. We're going to go the wrong way if we keep taking in garbage into our country. I've also announced a permanent pause on third world migration, including from hellholes like Afghanistan, Haiti, Somalia, and many other countries. We had a meeting, and I say, why is it we only take people from shithole countries, right? Why can't we have some people from Norway, Sweden, just a few? Let us have a few. From Denmark, do you mind sending us a few people? Send us some nice people, do you mind? But we always take people from Somalia, places that are a disaster, right? Filthy, dirty, disgusting, ridden with crime.
C'est bien ce qu'il pense de nous. Pourtant, il obtient sous pression de faire que ce soit davantage de pays de merde, comme il le dit. Ils peuvent bien dire non, me direz-vous. Mais en ont-ils les moyens? Lâcheté, ignorance, inconscience ou bêtise ou tout cela en même temps? Ceci ne rappelle-t-il pas certaines générations africaines de prêtres pédophiles des années 30, 40, 50 et même 70 que l'on envoyait en affectation disciplinaire dans nos pays et qui ont fait des dégâts dans de nombreuses familles? Scandale que l'on continue de taire encore. Ce qui se faisait dans le plus grand secret, que l'on mettait sous couvert d'accords confidentiels, d'accords classés secret défense, on le fait maintenant au vu et au su de tout le monde. Le président Trump a manifestement décomplexé la plupart des dirigeants occidentaux. Arrêtons d'être comme des lapins pris dans les phares. Le Trumpisme est un fascisme. Point. À la ligne. Oui, bien sûr, il y a un impérialisme américain. Oui, bien sûr, il y a les inégalités. Oui, bien sûr, il y a le conservatisme, ce pays où l'on jure sur la Bible. Le Trumpisme, c'est la radicalisation de tout cela. Et en ce sens, c'est un fascisme. Il ne faut pas aller jusqu'aux États-Unis pour voir combien ce fascisme, ce discours vertement raciste, s'est décomplexé. Il ne choque plus grand monde. Monsieur Bali Bagayoko à Saint-Denis, ça rappelle quand même la famille des grands singes. Dans la salle des fêtes de la mairie, lors de votre élection, il y avait de nombreux patrons de points de deal de la ville. Vous allez être redevable de ces gens aujourd'hui. Est-ce que vous allez débrancher des caméras de vidéosurveillance? Vous êtes dans la main de qui, monsieur le maire? Alors que un de mes confrères vous interrogeait sur la ville des rois, vous disiez c'est aussi la ville des noirs. L'Homo sapiens, nous sommes des mammifères sociaux et de la famille des grands singes. La bande a gagné, donc la bande va imposer sa loi. Et la bande qui a imposé sa loi dit maintenant c'est allégeance. Ces attaques contre Bali Bagayoko, africain d'origine, élu maire de Saint-Denis, la seconde ville la plus importante d'Île-de-France, n'a jusque-là fait l'objet d'aucune condamnation. Les pires attaques sur des médias grand public, avec des journalistes qui ne manifestaient aucune gêne. Lui qui croyait à l'intégration, qui avait toujours été dans les clous, le voilà proprement ramené à sa place. Il n'est pourtant pas le seul maire d'origine étrangère, mais curieusement, il est, avec les 9 maires d'origine africaine, le seul à être à nouveau ramené à l'idée que beaucoup se font de l'Africain. Un singe. Ceux qui sont racistes ont réussi à dire que ceux qui étaient antiracistes venaient perturber la norme et la société. C'est à peu près un renversement total des valeurs. C'est comme au temps des colonies. Parce que au moment où vous critiquez l'Empire, vous êtes un mauvais Français. Et dans les années 30, quand on critiquait les colonies, on vous disait pas que vous étiez anticolonialiste, on vous disait que vous étiez un mauvais Français. Grosso modo, vous deviez être a priori pas très blanc, surtout communiste et de mauvais côté de l'histoire. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est ce qui se passe là. C'est à la fois un discours qui est fondé sur une vision racialiste, raciste. Dire que quelqu'un est proche du monde animalier ou dire que quelqu'un descend de sa tribu, ça c'est une dimension raciste très 19e, mais il n'y a pas que ça dans le discours. Dire à quelqu'un de non-blanc qui accède à des responsabilités qu'il est illégitime, on lui fait comprendre. Du temps des colonies, quand Blaise Diagne montait à la tribune, député sénégalais, les députés de l'Action française, notamment Daudet, se moquaient de lui et disaient le cannibale arrive. Quand Gégip Légitimus, de la famille de Pascal Légitimus, arrive à Paris... C'est un homme député qu'on surnommait un peu le Jaurès noir. Exactement. À Paris, les premiers titres de la presse, c'est pas le Jaurès noir. On explique qu'il a automatiquement gagné. Alors à l'époque, c'était pas les narcotrafiquants, c'était automatiquement les milieux qui avaient financé en Guadeloupe son arrivée. C'est-à-dire que vous êtes à la fois illégitime, vous prenez un poste sur lequel vous n'auriez pas le droit de le prendre, il devrait être réservé aux Blancs. Comment se fait-il qu'un Noir ou qu'un Maghrébin, qu'un Asiatique peut diriger les Blancs, puisque être maire, comme être député, comme être président du Sénat, par exemple, c'est l'inverse du système colonial. Et donc, il ne faut quand même pas oublier que notre pays a vécu avec le droit colonial pendant des décennies. Vous allez me dire, ça peut paraître un détail très longtemps après, mais pas du tout. Pour ceux qui savent très bien d'où ils viennent, ils savent que leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents n'avaient pas le droit d'être élus, n'avaient même pas le droit de voter. C'est une histoire particulière, c'est pas l'histoire des étrangers. Quand vous êtes étranger, vous savez qu'un jour vous serez naturalisé ou que vos enfants naîtraient en français, pas les indigènes. Et nous vivons cet héritage-là avec des vieux stigmates qui ressortent dans ces moments. Et là, ce qu'on a vu en quelques heures avec cette élection, c'est que tout ça est remonté à la surface. À la fois la dimension raciale, à la fois la dimension coloniale, et puis donc, en fin de compte, l'illégitimité de ce que vous aviez fait. Vous ne pouviez pas avoir gagné normalement. Par définition, il s'était passé quelque chose, parce que vous bouleversez l'ordre établi. Toujours aucune réaction d'une autorité africaine. Personne ne s'en offusque au sud du Sahara. Lâcheté, ignorance, inconscience ou bêtise, ou tout cela en même temps. À noter aussi qu'on n'a pas vu de réaction notable de la diaspora africaine en France. Cette violence des Occidentaux est encore plus insidieuse dans le domaine scientifique, où depuis des décennies, l'Afrique est considérée comme un champ d'essai et d'expérimentation pour les laboratoires occidentaux. Il existe une violence qui frappe avec des seringues,
des protocoles scientifiques, sans coup de canon. Le nom est pourtant bien connu. Recherche clinique. Depuis des décennies, le continent africain est traité, ou se laisse traiter, comme un vaste laboratoire à ciel ouvert. Tenez, en 1996, au Nigeria, précisément à Kano, la multinationale Pfizer, après avoir dragué les autorités nigérianes avec des sentiments d'amitié, en mettant en avant le mot magique aide, a testé la Trovane, un antibiotique expérimental sur des enfants en pleine épidémie de méningite, sans consentement éclairé, sans alternative thérapeutique proposée aux familles. Bilan, 11 enfants morts et 189 avec des séquelles permanentes telles que la surdité, la paralysie ou la cécité. Pfizer, après avoir nié pendant des années, malgré les éléments clairs sur sa responsabilité, va s'en sortir sans aucune sanction pénale internationale. Une dizaine d'années après, l'affaire est close par une compensation de 75 millions de dollars versée par Pfizer à l'État de Kano. La page est tournée. Mais elle ne va pas servir d'exemple aux autres, non. Puisque le terrain est fertile, puisque les cobayes sont dispo, autant s'en servir. Pas besoin de se limiter aux rats ou aux singes de laboratoire. L'Africain est là. En 2004 et 2005, des essais d'étenovir pour la prévention du VIH sont conduits sur 1200 femmes au Cameroun, au Ghana et au Nigeria. Il s'agit de milliers de femmes séronégatives, dont pas porteuses de virus du sida. Dans ce projet financé par la fondation Bill et Melinda Gates, la moitié des 1200 femmes reçoivent du Tenofovir, un comprimé par jour. L'autre moitié prend un placebo, c'est-à-dire une pilule factice ayant le même aspect que le Tenofovir. À la fin de 12 mois que dure l'essai, on compare le nombre de prostituées devenues séropositives dans chacun des deux groupes, afin de montrer si le Tenofovir est efficace pour prévenir l'infection par le VIH. On a simplement amené ces femmes à s'exposer au virus, en ne se protégeant pas. Elles ont contaminé également des clients. Terrible, n'est-ce pas? Ce sont des militants des droits humains qui vont dénoncer l'absence de standards éthiques équivalents à ceux appliqués en Occident, de manque de couverture médicale après les essais. Silence assourdissant des autorités. Lâcheté, ignorance ou inconscience, ou tout cela en même temps. Le concept de l'Africain cobaye est fortement véhiculé dans de nombreux milieux scientifiques. Souvenez-vous, en pleine pandémie de Covid-19, en 2020, 2 chercheurs français, Jean-Paul Mirat et Camille Loche, ont osé proposer publiquement sur une chaîne de télévision nationale de tester les vaccins en Afrique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Et le plus fort est que personne ne les a repris. C'est passé tout à fait naturellement. On envisageait l'expérimentation pour la Covid en Afrique. Figurez-vous que cela se passe sur une chaîne grand public de France, à 1 heure de grande écoute. Et personne des auteurs de ces propos, de ce dessin macabre, n'est inquiété. Il faut dire que c'est déjà inscrit dans l'esprit de tous. Nous sommes des espaces d'expérimentation. Ça ne vous rappelle pas une pratique connue sous le régime de l'apartheid en Afrique du Sud? Dans le programme Project Coast, encore plus sombre, des scientifiques d'État qui ont développé des armes biologiques et chimiques, des poisons indétectables, des vaccins anti-fertilité ciblant exclusivement les populations noires. Les expérimentations étaient menées notamment sur des prisonniers noirs et des femmes noires à qui des substances ont été administrées à leur insu. Une véritable barbarie institutionnalisée. Et plus tard, c'était le travail d'inoculation du virus du sida. Nous étions impliqués au Mozambique en propageant le virus du sida par voie médicale. Vous avez parlé de propagation active du sida. Il y avait une unité du SAIMA. L'une de nos attributions était d'aller dans des pays africains. Et comment ça se passait exactement? Par inoculation. Par le biais de vaccins? Oui, par le biais de vaccins. En faisant semblant de vacciner des gens et ce genre de choses. L'idée étant de tuer des Noirs.
Oui, d'éradiquer les Noirs. Vous devez comprendre que le concept était que le sida était un tueur. Il était incurable à l'époque, alors on nous laissait croire que si on infectait les gens, c'était une méthode rapide et non militariste pour éliminer des Noirs. Et c'est quelque chose que vous savez avec certitude, que le sida était activement propagé dans d'autres pays? On a beau faire l'effort de rester serein, de ne pas verser dans la rancœur, source d'énergie négative, on se sent contraint, pour notre survie, d'attirer l'attention de nos populations sur tous ces éléments qui montrent à quel point le noir est vu comme un sous-homme. Après les muscles, les cerveaux, les os, j'ai fait l'économie du grand chapitre sur nos minéraux et ressources naturelles dont nous parlons régulièrement ici. Maintenant, il s'intéresse à ce qui ne pourrait même pas nous venir à l'esprit. Au pire, pendant que nous regardons et écoutons de façon très lointaine les débats, les développements judiciaires de l'affaire Epstein, nous en arrivons à ignorer que nous, Africains, n'avons pas été épargnés. Pas seulement à cause des jeunes filles subsahariennes dont le réseau a abusé. Cet aspect devient, et c'est logique, presque un détail au regard de ce qui était concocté sur les Africains par ces pervers. Des réseaux liés à des personnalités condamnées pour crimes sexuels ou controversés comme Peter Niger ou Jeffrey Epstein, et leurs cercles ont développé un trafic d'un très très grand niveau. Accrochez-vous. L'achat de matériaux biologiques issus des corps de femmes noires, ovules, cordon ombilical, placenta, sang menstruel, c'est-à-dire le sang issu des règles des jeunes filles mineures. Des éléments d'une richesse exceptionnelle en cellules souches qui seraient monnaies jusqu'à $60,000 américains. On touche le fond. Stem cell technology that Peter and I are investing in is called SCNT, which takes the egg of a young, perfect woman specimen, takes the egg and takes out the nucleus and puts our DNA in the nucleus. It's painful, right? Huh? Is it painful? Yeah, a little bit. And this is part of this genetic greatness that we don't see in any other race on the planet. These curvy, sexy black women from Africa. You girls have a kind of a monopoly on this. I bought about $60,000 worth of eggs. Yeah. If you have abortion, that's very valuable. Umbilical cord, placenta, even your period blood is so rich with stem cells. We regard it as waste, and it actually should be. It should be captured and recycled, and it shouldn't go to waste. It's life for somebody, and it's life for mankind. No, the best eggs are 16 to 18 years old. Those are the best eggs. And as you get older, your eggs get weaker and weaker. Yeah. Want some of that? So, girls, for $100, we will pay you for your egg. La logique d'extraction ne connaît donc aucune limite ni de pudeur. Le corps de la femme africaine, d'abord esclavagisé, puis colonisé, puis cobaye pharmaceutique, devient un gisement de ressources biologiques destinées à prolonger la vie de ceux qui la méprisent. C'est la continuation des mêmes systèmes qui considèrent l'Africain non comme un sujet, mais comme une ressource. Ils prennent même nos morts. Des révélations ont montré que des ossements issus des cimetières africains, des charniers coloniaux, ont été utilisés dans la fabrication de certaines drogues et produits pharmaceutiques. Le corps africain, même réduit à l'os, reste une ressource exploitable. On n'en finit pas. Que des bébés soient mis au monde pour leurs cellules souches, que des femmes soient recrutées pour leurs ovules ou leur sang menstruel sous couvert d'études médicales. Que disent nos autorités face à toutes ces violations, à toutes ces expériences inhumaines, dégradantes, à toutes ces manipulations? Rien. Lâcheté, ignorance ou inconscience, ou tout cela en même temps. Ce n'est plus une seringue qu'on enfonce dans le bras d'un enfant de canot. C'est un traité qu'on fait signer à un ministre des Finances sous pression budgétaire. Depuis la dissolution du USAID en janvier 2025, Washington a déployé une nouvelle architecture de domination médicale et sanitaire. Des accords bilatéraux négociés pays par pays, loin des cadres multilatéraux. La stratégie a même un nom, America First Global Health Strategy, imprimé en toutes lettres sur le site officiel du département d'État américain. Est-ce qu'il n'y a que moi que cette phrase
publié sur leur site officiel d'Erange. Grâce à notre nouvelle stratégie de santé mondiale, America First, un programme de santé mondiale qui s'appelle America First. N'est-ce pas clair? 17 nations africaines ont pourtant déjà signé. Le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, l'Éthiopie, le Lesotho, le Cameroun, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la RDC, la Guinée, le Niger, le Burkina Faso, le Mozambique, l'Eswatini, ex-Swaziland et le Libéria. Plus de 12 milliards de dollars promis pour lutter contre le VIH, le paludisme, la mortalité maternelle, entre autres. Je voudrais que nous nous attardions sur un point qui me paraît grave. Le partage de données biologiques. Les accords contraignent les pays à ouvrir l'accès à leurs ressources et données sanitaires et épidémiologiques nationales sur une dizaine d'années. Ces transferts se font sans garantie suffisante, ni retombées réciproques pour les pays africains. En langage diplomatique, cela s'appelle un accord de coopération. En langue ordinaire, c'est une extraction de souveraineté biologique et sanitaire organisée par contrat. En langage simplifié, cela signifie que vous nous donnez accès à tous vos secrets médicaux. Je sais comment vous vous portez, ce qui vous affecte, vos pathologies, comment vous vous soignez, vos fragilités. Et en revanche, je ne vous donne aucune information de la santé de chez moi. Je vous promets juste un peu d'argent et vous mettez gentiment tout ça à ma disposition. Et la réciprocité alors? Quelle réciprocité? Washington s'est accordé en plus le droit de suspendre ou de résilier ces accords à tout moment si les programmes ne correspondent pas à l'intérêt national américain. C'est écrit. Il faut lire ces accords pour ce qu'ils sont. Un double langage parfaitement maîtrisé. En façade, le vocabulaire de la solidarité, santé mondiale, partenariat, lutte contre les pandémies. En réalité, une transaction déséquilibrée à 3 niveaux. Premièrement, les données. Comme au Kenya, certains projets d'accord prévoient un partage des données sur 10 ans. Les risques sont nommés par des spécialistes eux-mêmes. Chantage, discrimination, atteinte à la souveraineté nationale. La mauvaise gestion de ces données de santé expose directement les citoyens africains sans qu'ils en soient informés, sans qu'ils y aient donné leur consentement. Deuxièmement, les minerais. Washington avait parfaitement assumé en Mondiovision début décembre la nature transactionnelle de ces accords en les liant explicitement à une contrepartie en matière de collaboration dans le secteur minier, comme c'est le cas pour le Congo, la Zambie. L'aide sanitaire, en d'autres termes, est monétisée contre l'accès aux ressources du sous-sol. Troisièmement, l'argent. Les médicaments, outils de diagnostic et des technologies médicaux fournis dans le cadre de ces accords proviennent des laboratoires des entreprises américaines. On a bien dit America First, non? Le financement revient donc en partie à son point de départ, absorbé par l'industrie des pays donateurs. Ce sont donc les entreprises américaines qui vont en bénéficier. C'est eux qui ont le marché. Est-ce qu'on ne paie pas, non seulement pour nous enchaîner, mais également pour nous appauvrir? Le Zimbabwe a dit non et refuse 357 millions de dollars plutôt que de céder ses données biologiques. La Zambie hésite. Ce sont là quelques rares actes de dignité dans un contexte où la plupart des capitales africaines ont signé dans la précipitation dos au mur, acculées par le vide laissé par la fin du USAID. La blouse a certes changé de forme, mais la logique reste la même. Cela ne vous a pas échappé le fait que l'on négocie de pays à pays. Le bilatéral, comme on dit en langage diplomatique, négocier pays par pays, c'est la bonne vieille tactique du diviser pour mieux régner. Tant que le Kenya, le Nigeria signent seuls, que le Burkina Faso, le Cameroun ou le Lesotho signent seuls, chacun dos au mur, chacun sous la pression de ses propres urgences sanitaires, aucun ne dispose de rapport de force nécessaire pour renégocier les clauses, rejeter les conditions abusives ou exiger une réciprocité réelle. Washington le sait. Lâcheté, ignorance, inconscience ou bêtise ou tout cela en même temps. Il faut reconnaître que le manque de considération, l'irrespect, est tellement intégré que certains ne se donnent même pas de mal pour décider pour nous, à notre place. Et cela même dans les domaines les plus inattendus, les plus personnels, les plus proches de nous. Tenez, regardez l'attitude condescendante, méprisante de Gianni Infantino, le patron du football mondial, qui pour faire mieux fonctionner le football européen et occidental en général, décide, sans passer par les instances du football africain, en violation de toutes les règles qui régissent la Confédération africaine de football, sans vote des représentants du football africain, de passer d'une CAN
tous les 2 ans, à tous les 4 ans maintenant. Ils sont en train de tuer le foot pour le fric, pour le business. Déjà, Annie, quand on est passé à 24, mais déjà, on a tué les 3/4 du continent pour accueillir. C'est pour ça qu'on a commencé à faire des associations bancales, Kenya, Ouganda, Tanzanie. Ensuite, comme les gens qui dirigent le football africain, ils défendent pas les intérêts des footballeurs africains. Et on l'a vu juste avant la compétition. Quelle confédération au monde accepterait qu'il y ait une compétition continentale sans que les joueurs aient le moindre jour de préparation? Ils avaient déjà fait le coup pour la... Ils inventent, ils créent des compétitions artificielles. Ça s'appelle de la perte de sens. La CAN, c'est pas qu'une histoire de sport, c'est l'histoire d'un continent. En gros, ce qui ne peut oser ailleurs, il arrive en utilisant son porte-flingue, le nègre de salon, pour reprendre une expression issue de la tragique période de la traite, Patrice Motsepe, pour l'imposer à tout un continent. Il faut libérer les joueurs africains pour qu'ils participent aux compétitions européennes et mondiales. Pas besoin de consulter qui que ce soit pour ça. Même si c'est la compétition sportive la plus importante, la plus regardée en Afrique, il n'en a rien à faire. Tendez l'oreille et écoutez ce silence assourdissant des autorités africaines qui le reçoivent presque à chaque chancellerie comme un chef d'État. Personne ne bronche malgré les protestations du public que l'on prive d'un grand rendez-vous. Il ne bronche même pas lorsqu'il décide en solo, en off, de retirer le trophée gagné sur le terrain par le Sénégal pour le remettre au Maroc à qui il l'avait promis. Personne ne bronche. Lâcheté, ignorance, inconscience ou tout cela en même temps. J'avoue que je pencherais clairement ce coup-ci pour la lâcheté. Et vous? On se demande à quel saint se vouer. L'interrogation est la même pour ceux qui, devant la difficulté à changer le rapport de force, se tournent vers d'autres puissances qui seraient de meilleurs partenaires, qui seraient plus sensibles et apporteraient généreusement leur aide à l'Afrique. Des amis de l'Afrique, pour reprendre une vieille expression. Encore une chimère qui montre vite ses limites et qui illustre notre complexe à toujours penser qu'il y a une place pour les sentiments dans les relations internationales. Et pire, que l'Afrique a toujours besoin d'un maître. J'ai beaucoup entendu dire que le nouvel ami de l'Afrique, c'est la Russie, qui serait plus sensible à la pression faite à notre continent, qui serait opposée à l'impérialisme occidental. On va peut-être se calmer un peu. Partenaire des circonstances, peut-être, mais pas frère ou ami, pas meilleur qu'un autre forcément. Il tombe peut-être à pic, une opportunité au mieux, mais il faut sortir de ce concept d'ami qui semble coller à la peau de l'Africain. Cette approche encore émotive nous cache parfois certaines réalités pas très reluisantes. Plus de 2000 Africains morts sur le front russe-ukrainien. Des jeunes partis volontairement. Certains en sachant qu'ils allaient se battre, qu'ils allaient à la guerre, et qui ont mis leur vie sur la balance. C'est dire le niveau de désespoir. D'autres envoyés, à leur grande surprise, à l'arrivée directement sur le champ de bataille, alors qu'on leur avait promis un travail bien rémunéré en Russie, et qu'on leur avait délivré des visas en toute urgence. Tous tombés dans une guerre qui ne les concerne en rien. Figurez-vous que plus de 1000 femmes ont été recrutées à travers l'Afrique pour aller travailler dans les usines d'armement d'Ala-Bouga. Aucune d'entre elles ne savait que le travail bien payé qui leur était proposé, c'était pour finir dans une usine de fabrication de drones tout près du front ukrainien. Une fois que toutes ces proies, toutes ces victimes arrivent sur le territoire, on confisque leurs passeports et les envoie sur le front directement, sans formation, de la chair à canon. Au début, personne ne croyait à cette histoire. Beaucoup y voyaient surtout la propagande anti-russe distillée comme de coutume pour l'occasion par les alliés occidentaux de l'Ukraine. Ceci jusqu'à ce que les rares victimes qui avaient réussi à y survivre aient donné des nouvelles alarmantes, faisant état du piège dans lequel ils étaient tombés. Une boucherie. Les gens qui sont emmenés là-bas finissent par être enrôlés dans l'armée, même si vous n'avez pas d'expérience militaire. Vous êtes envoyés au front. C'est un massacre ici. Beaucoup d'amis sont morts juste pour de l'argent. Si on vous parle de la Russie, il faut y réfléchir à 2 fois, où que vous soyez. On ne compte plus les témoignages qui arrivent malgré tout du front. Ce n'est donc plus une rumeur, mais une pratique avérée. Au Kenya, un réseau de sociétés de recrutement a joué un rôle clé dans la publicité des fausses offres et le recrutement de Kenyans. Global Face Human Resources Limited et Copilas Manpower Limited, un partenariat géré par Edward Kamau Gituku. Festus Omambia, le directeur de Global Face, connu de la police, a été arrêté. Suite à cette arrestation, c'est un entrepreneur russe installé à Nairobi
qui a été interpellé puis expulsé du pays. Michael Liapin, installé depuis de longues années dans la région. Malgré l'action des autorités kenyanes, des offres d'emploi étonnantes sont encore en ligne sur la plateforme officielle du gouvernement, qui liste les opportunités de travail. On retrouve en ce moment un recrutement de 84 employés pour gérer le bétail et 11 bouchers pour la région Russie-Kazakhstan. Ces offres, mises en ligne par des agences de recrutement, demandent des qualifications très surprenantes. Un master en nutrition animale pour travailler dans un élevage de porcs et une licence en sciences vétérinaires pour être boucher, mais présentent des similarités. Un engagement de 2 ans et une rémunération de 600 000 roubles, soit environ 660 €, sans précision de fréquence de salaire. En cliquant sur les offres, elles sont bien à destination de la Russie uniquement. Le Kenya fournit certes le plus gros contingent de chair à canon, mais il est très loin d'être le seul pays où braconnent les Russes en Afrique. Il est difficile pour moi, qui suis un fervent partisan de la multiplication des partenariats africains, de l'ouverture des échanges économiques et industriels à d'autres puissances, de dénoncer avec force ces travers. Mais cela ne doit jamais altérer notre jugement, notre perception des choses. Pour quelques-uns, évoquer cette ruse machiavélique de recrutement forcé des combattants africains est perçu comme de la propagande occidentale, du bashing anti-russe. Désolé de les décevoir, nous avons pris le temps, mes équipes et moi, de vérifier l'authenticité de ces informations. Nous avons pris le temps pendant plusieurs mois de la vérification. Nous avons parlé à des acteurs directement. Et ce qui devrait constituer un scandale retentissant, ce qui devrait susciter la colère à la fois des autorités mais également de l'opinion, semble laisser le plus grand nombre indifférents. Hormis le Kenya, qui a fourni le contingent le plus important, plus de 1500 jeunes, qui a interpellé l'un des barons de ce trafic humain, et le gouvernement sud-africain, qui a ouvert une enquête et a mis en garde ses citoyens contre toute inscription, tout se passe comme si tout était normal. Pas de demande d'explication claire des nations africaines à la Russie, qui s'est dépêchée de faire savoir qu'elle n'était pas liée à ce trafic humain. Quelle plaisanterie! J'ose le dire, quel foutage de gueule! Qui d'autre peut embaucher des soldats qui se battent pour elle sur le front? Ces liens ici sont encore opérationnels et sont sans ambiguïté. Le recrutement est tout aussi intensif du côté de l'Ukraine, qui compte également dans ses rangs de nombreux soldats africains. Kiev a d'ailleurs été la première à recourir à la chair à canon africaine dès le début du conflit, utilisant même les étudiants africains vivant sur son sol comme bouclier humain pendant quelque temps. Ce sont des faits. Mais peut-on, dans l'absolu, le leur reprocher à ces deux pays si lointains, en manque de combattants, en manque de chair à canon, de se servir où ils le peuvent? Après tout, ils font tout ce qu'ils peuvent pour défendre leur territoire, pour mener cette guerre déterminante pour leur pays. Ce n'est pas à eux de se demander si c'est bien ou pas. J'ai presque envie de dire que c'est naturel. Ils préfèrent protéger la vie de leurs compatriotes. C'est leur vocation et c'est tout à leur honneur. C'est nous qui sommes inconscients ou simplement bêtes en laissant nos enfants aller volontairement mourir pour des causes auxquelles ils ne comprennent rien. C'est encore plus grave et plus incompréhensible en 2026. En 1914 et en 1939, on venait chercher cette chair à canon de force. Et c'est contre leur gré qu'ils sont allés par milliers mourir en Europe dans une guerre qui n'était pas la leur. La première est sortie par là, vous voyez? Elle m'avait frappé là. La seconde a ricoché contre mon casque et m'a touché là. Un drame que toute l'Afrique continue, à juste titre, de dénoncer. Ces milliers de soldats africains partis mourir cadeau dans les guerres des autres qui ne les concernaient pas. La guerre finie, la guerre finie. Les officiers étaient contents, ils s'embrassaient, ils disaient « ça c'est bien ». 3 jours après, on nous a renvoyés chez nous, on nous a embarqués sur un bateau et c'était fini. Mais où est la cohérence lorsque plus de 80 ans après, c'est quasi volontairement que des enfants d'Afrique sont encore utilisés comme chair à canon dans une autre guerre qui ne les concerne pas? Est-ce compréhensible que plus de 80 ans après, une jeunesse plus informée, plus connectée sur le monde, puisse préférer aller se faire massacrer sur un champ de bataille à des milliers de kilomètres de chez eux, plutôt que de rester dans leur pays? Ceci nous interroge doublement. Ceci nous interroge sur le désespoir qui règne chez nous. Rien de nouveau, me dira-t-on, au regard de la situation économique dans la plupart de nos pays. Mais de là à préférer partir vers un champ de bataille où s'offre presque une seule option, mourir, ça dépasse mon entendement.
c'est du suicide collectif. Il faut réagir promptement. Mais ce qui m'interroge le plus, c'est d'abord le silence assourdissant de nos autorités africaines qui laissent ainsi ces nations dites partenaires venir braconner ses enfants sur son propre sol, sans réagir. Des pouvoirs publics qui, sous certaines latitudes, sont même complices de cette traite de ces enfants. Ne serait-ce que le fait de laisser prospérer ces agences qui recrutent ces jeunes est en soi une complicité passive. Ces États policiers savent parfaitement l'activité criminelle que mènent ces agences sur leur territoire. Ils détournent le regard parce qu'ils sont plutôt satisfaits de se débarrasser de leurs enfants qui ne parviennent pas à encadrer. J'ai le désagréable souvenir de cette autorité, dont je tairai pour l'instant le nom, qui m'a dit qu'il n'a aucune raison d'empêcher à ces jeunes de partir se battre en Russie. C'est leur choix. Quelle ineptie! Et c'est quoi donc son rôle de dirigeant auprès de la jeunesse? N'est-ce pas de la protéger, de l'éduquer, de lui donner ses chances? Bref, d'en faire les champions qui vont assurer la pérennité et la prospérité du pays. Lâcheté, ignorance, inconscience ou bêtise, ou tout cela en même temps. On n'en est pas à une imposture près. Ce n'est un secret pour personne que beaucoup de nos dirigeants ne savent pas vraiment quel est leur rôle, la tâche qui leur incombe lorsqu'ils sont aux affaires. Ouvrez les yeux. Vous êtes chaque jour confrontés à des nations qui viennent négocier la libération de leurs nationaux, malgré les crimes qu'ils ont commis dans nos territoires. Trafic de drogue, escroquerie en tout genre et même assassinat. Ils veillent sur eux, les protègent où qu'ils aillent. Ils payent même des millions de dollars de rançon à des terroristes pour les libérer. Notre jeunesse n'a-t-elle donc pas droit, elle aussi, à une telle protection? Ne mérite-t-elle donc pas qu'on l'assiste, qu'on la prémunisse de tous ces dangers qui la guettent à travers le monde? Sans aller jusqu'à les libérer des geôles ou à l'étranger, ne devrait-on pas les protéger contre la traite humaine qui les menace chez eux? Si nous avons passé ces dernières décennies à dénoncer à raison l'attitude des colonisateurs français et anglais qui, en 1914 et 1940, ont enrôlé notre jeunesse, nos parents de force, pour aller combattre dans leur guerre, de quoi avons-nous l'air aujourd'hui? Puisque nous les laissons faire ce coup-ci, en toute conscience, sans réagir. Ceci traduit le manque d'estime que nous avons pour notre peuple, pour nous-mêmes. Un manque d'estime qui évidemment nourrit les intérêts des autres, qui ne nous voient pas comme des êtres humains à part entière. Pourquoi se gênerait-il à se servir dans une aussi importante bétaillère? Nos pays ressemblent à un véritable espace de chasse où le gibier est foison et le chasseur attrape ce qu'il veut, même en tirant à l'aveugle. Et il faut arrêter de croire que cette pratique inhumaine est le seul apanage, le seul fait des Occidentaux et que les Russes ou autres seraient meilleurs. C'est faux. Il faut arrêter de chercher des amis, de faire vibrer votre fibre émotive. Il n'y a aucun sentiment entre les États. Il n'y a pas de gentils d'un côté et de méchants de l'autre. Souvenez-vous, l'aide généreuse offerte par la Chine à l'Union africaine. Cet impressionnant bâtiment, don de la Chine, siège de notre principale institution. Alors que l'on se réjouissait de la générosité du grand partenaire chinois, on a découvert le poteau rose en 2017. Elle a fait installer depuis 2012 des portes numériques dérobées dans les serveurs de l'Union africaine, lui permettant d'accéder à des données sensibles. Elle espionnait donc le siège de l'UA à Addis Ababa depuis le début. Il a fallu qu'un informaticien remarque que les serveurs étaient étrangement saturés entre minuit et 2 heures du matin. Les données internes de l'UA étaient transférées vers des serveurs à Shanghai, en Chine. Un fidèle ami qui nous espionne. Ce n'est pas tout. Aucune contestation des nations africaines à ce geste particulièrement inamical. Pas de réaction face à cette ratonnade des Africains sur son territoire, fait pourtant régulier. Le business des terres, des contrats de stade, des ventes de milliers d'hectares et de mines se poursuit comme de coutume. Lâcheté, ignorance, inconscience ou bêtise ou tout cela en même temps. Jeunes gens, mes aînés et ceux de ma génération ne l'avons pas compris et vous en payez le prix. Ce manque de considération est partout sur la totalité de la planète, dans l'ensemble du globe terrestre où on nous traite, nous Africains en particulier, et Noirs en général, avec un mépris et un inhumanisme inégalé. L'Afrique tient la palme. J'appelle au sujet de la domestique que vous avez annoncée sur Internet. Croyez-moi, elle est très... Vous pouvez la réveiller à 5 heures du matin, elle ne se plaindra pas. Peut-on la voir? Allô? Allô? Oui, allô? Je vous appelle au sujet de la domestique africaine à vendre. Oui, elle est avec nous depuis 1 mois et demi. Elle est très bien et souriante.
Elle ne réclame jamais rien. Vous avez bien entendu, la traite négrière n'a pas du tout cessé. 3 800 000 femmes travaillent comme esclaves au Moyen-Orient. Vous prenez son passeport et vous le cachez dans le coffre. D'accord, croyez-moi. Elle nettoie, elle fait tout. Elles sont meilleures que les Kenyanes. Meilleures que les Kenyanes? Je pense que les Kenyanes sont meilleures. Non, regardez, les Kenyanes sont mieux éduqués. Mais au Ghana, les filles travaillent plus dur. Je vous ai envoyé le dernier groupe, n'est-ce pas? Oui, magnifique. J'ai 11 filles comme ça. Oui, elles vous rendent folle. Mais elles n'arrivent pas toutes ici comme ça. L'esclavage des femmes noires est en forte pratique dans les pays du Moyen-Orient, comme vous l'avez vu. Est-elle au courant qu'elle va déménager ailleurs? Je ne lui ai pas dit. Vous ne lui avez pas dit? Non, mais ce n'est pas grave. Elle n'aura aucun problème. Elle est venue ici pour travailler. Comme de la vente de bétail avec même une touche de modernisation. On peut s'acheter sa négresse en ligne, entre 1500 et 2000 euros. Et il existe des applications dédiées. Il suffit de prendre son téléphone portable et d'aller sur l'application pour commander une femme esclave, comme sur Amazon. On choisit selon ses critères comme on achetait des esclaves dans les champs de coton du temps de la traite des nègres aux Amériques. Souvent des adolescentes. La voilà, je vous jure, elle est toujours de bonne humeur. Regardez, voici papa et voici maman. Elle a un nom arabe parce qu'elle est musulmane. Elle vient du Ghana, ou d'où vient-elle? Oh, j'oublie. Il y en a tellement. Ghana, Guinée, quelque chose comme ça. Je viens de Guinée. Guinée, d'accord. Tout le monde veut la domestique. Mais nous voulons lui trouver une maison facile. Quel âge as-tu? Regarde, voici maman, voici papa. Quel âge as-tu? Dois-je vous dire la vérité? Pour moi, elle a 16 ans. Ici, nous voyons une enfant vendue et échangeable du bétail, comme un bien matériel. Pas question de salaire, pas de limite dans les horaires de travail. On vous la livre pieds et mains liés. Elle est corvéable à merci avec toutes les humiliations et les coups de fouet en guise de salaire. Il est venu pendant que je dormais et il m'a dit qu'il voulait. Et je lui ai dit non, je ne peux pas. Je suis mariée. Et il m'a dit, je dois obéir à ses règles dans cette maison. J'étais perdue. Je souhaitais même mourir. J'étais blessée. Je ne me souviens pas. Le maître de l'esclave dispose d'elle comme il le souhaite. Il a pouvoir de vie et de mort sur elle. C'est souvent qu'il les tue, en se vantant d'ailleurs. La pratique est fortement ancrée dans ces pays du Moyen-Orient, dont le Liban qui compte une forte communauté dans nos pays subsahariens. Certains de ses membres, vivant avec nous, sont souvent des pièces maîtresses dans ce trafic des femmes noires. Une bonne partie de ces images ont été tournées à Beyrouth, au Liban. J'étais dans la cuisine. J'ai crié. Madame, c'est moi, Marie. Je brûle. S'il vous plaît, aidez-moi, madame. Quand il est arrivé, j'ai eu l'impression qu'on me donnait des coups de pied. Cette jeune fille ramenée d'Arabie Saoudite au Kenya est morte de ses brûlures 1 mois après ce témoignage. Il ne s'est rien passé. C'est passé comme un simple fait divers, même pas peur. Elles se font violer et tabasser sans voie de recours. Je suis en Arabie Saoudite en ce moment. Si on me surprend avec un téléphone, on me le prendra. Sauvez-moi, compatriotes kenyans. À mon peuple et à l'ambassade, s'il vous plaît, secourez-moi. Je ne pense pas qu'il existe des droits de l'homme dans ce monde. Pas question. Peut-être en Europe, mais pas au Moyen-Orient. Surtout lorsqu'il s'agit de Noirs. Et nos femmes sont les plus fragiles dans cette détestation ou ce mépris globalisé de l'Africain en particulier et du Noir en général. Les filles qui partent au Moyen-Orient sont nos filles. Je ne partirai pas d'ici tant que nous ne serons pas assis ensemble pour nous organiser entre femmes. Malgré les sévices, les tueries, les mépris manifestes, aucun État subsaharien n'a réagi. Aucun n'a protesté contre ce qui est un déni de notre humanité. Au contraire, on continue de leur dérouler le tapis rouge. On continue de les considérer comme des amis de l'Afrique. Des amis de l'Afrique qui laissent prospérer l'esclavage du nègre sur leur territoire et qui prétendent nous aider à faire la paix chez nous, qui prétendent nous apporter de l'aide.
J'avoue que j'ai un peu de mal avec cette conception d'un ami dont les enfants considèrent nos femmes comme des petits portas, c'est-à-dire femmes toilettes. Celle sur laquelle on a souvi ses fantasmes les plus fous, même ses plus bas instincts. Elle est une femme toilette, en gros quoi. Chacun se souvient de ce scandale des jeunes filles africaines à qui on faisait toutes sortes d'immondices. Et imaginez, il y a même un qui a pissé jusqu'à faire caca dans ma bouche et plein d'autres choses. Commencer à me battre et à me dire que j'allais lui donner une action buccale pour 1 heure, donc je ferais mieux de coopérer parce qu'il allait me payer 18 000 $. Je vais juste parler avec toi, Mila. Tu faisais escorte manger caca de gros monsieur. Oui, je reconnais que dans ce cas, les femmes s'y sont rendues de leur propre chef à Dubaï. Mais je suppose qu'elles ne mesuraient pas l'immensité du mépris, de l'animosité que l'on y avait pour elles. Un comportement bestial, haineux, qui illustre la place que l'Africain occupe dans l'esprit de beaucoup là-bas. Et le téléphone portable? Non, oubliez les téléphones portables. Ce sont des gens sans éducation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle ne parle pas à sa famille. Vous pouvez le lui donner 1 fois par mois. Que dit la loi? La loi? Nous ne suivons pas la loi. Contre toutes ces maltraitances, pas de protestation des autorités africaines. On continue, l'air de rien, de nouer des accords, de parler des affaires, sans trop évoquer ces questions des siens traités comme des animaux sur leur territoire. Lâcheté, ignorance ou inconscience, ou tout cela en même temps. Bon, mais si la traite transatlantique a été qualifiée et reconnue à juste titre comme un crime contre l'humanité, ce qu'il faut dire, c'est que celle pratiquée par les arabo-musulmans fut un véritable génocide. Parce que le sort qui était réservé en fait aux captifs africains apparaît aujourd'hui avec le recul comme une sorte d'extinction ethnique à terme, mais programmée par castration massive. Et on sait aujourd'hui qu'ils ont pratiquement tous disparu, en dépit des masses énormes d'Africains déportés dans les pays arabo-musulmans. Voilà pourquoi j'ai préféré utiliser le terme de génocide. Parce que si vous avez 17 millions de déportés et que par la castration massive, vous n'avez qu'une minorité de Noirs qui réussit à survivre en terre d'islam, alors que de l'autre côté, je parle de la traite transatlantique, vous avez aujourd'hui 70 millions d'individus qui sont descendants ou métis d'Africains qui peuplent le continent américain, des États-Unis jusqu'au Brésil, passant par les îles de la Caraïbe, alors que dans les pays arabo-musulmans, on n'en trouve plus trace. Les choses n'ont manifestement pas changé dans les esprits. La tendance, lorsque l'on fait un tel constat détaillé du mépris, du manque de considération dont l'Africain en général fait l'objet à travers le monde, la réaction simpliste est d'incriminer tout le reste de la planète, de dénoncer ce racisme, cette inhumanité. J'avoue que c'est vrai, mais c'est un peu court comme solution. Ça n'arrange rien. On ne résout rien en faisant juste le constat et en se renfermant sur soi. On doit se poser la question de savoir notre part des responsabilités et comment procéder pour changer les choses. Il ne s'agit pas de dire que les autres sont bons ou méchants. Une fois que vous savez ce qu'ils pensent de vous, vous devez en tenir compte. Le colonialisme n'a pas disparu, il a juste changé de blouse. La vraie tragédie n'est pas leur appétit, c'est notre aveuglement. Celui qui, malgré les coups, malgré les violences, malgré les chaînes, continue de confier son destin à son maître, qui ne mesure son humanité, sa qualité d'homme, qu'à l'aune du regard, du jugement du maître, est soit ignorant, soit inconscient, soit lâche, soit bête, ou tout cela en même temps. L'Afrique, par moments, ne ressemble-t-elle pas à ce troupeau de moutons qui suit le berger où qu'il aille? Regardez-les. Le maître, le berger, les a persuadés que leurs intérêts sont liés, qu'il est là pour les protéger et les conduire. Alors, ils le suivent comme vous le voyez, sans réfléchir, sans s'interroger sur la destination vers laquelle il les mène. Regardez comment il les fait tourner autour de ce feu incandescent. Ils se bousculent, se marchent même dessus pour suivre le berger. Ils ne savent pas où ils vont, mais ils obéissent au berger. Ils le suivent. Même quand le berger se retire discrètement, comme on le voit, ils ne s'en aperçoivent même pas. Ils continuent de tourner en rond sur le parcours qu'il a défini, sur le chemin qu'il les a amenés à emprunter. Ils continuent de tourner sans fin autour du feu, sans leader, sans berger, sans destination. Et ce n'est plus un rond, c'est un cercle vicieux, sans fin. Ça ne vous donne pas un peu le sentiment que c'est le cheminement qui est le nôtre, nous Africains? Cela ne ressemble-t-il pas à notre mode de fonctionnement? Comment le berger a-t-il pu convaincre aussi longtemps le troupeau que leur intérêt est uni, alors que la finalité pour le berger est de les amener à l'abattoir
ou au mieux de les traire ou de les tondre. Avec les tragiques expériences qui ont été celles de l'Afrique, si encore aujourd'hui nous continuons de confier notre destin à ceux qui pendant tous ces siècles nous ont martyrisés, nous ont réduits à l'esclavage, nous traitent comme des bêtes de somme, soit nous sommes lâches, soit nous sommes inconscients, soit nous sommes vraiment bêtes. Si après avoir pris conscience du fait qu'il n'existe pas d'amitié entre les États, mais seulement et seulement des intérêts, nous continuons de courir après les faveurs et les nobles sentiments des autres, nous méritons peut-être le traitement, le mépris que l'on nous témoigne en retour. Si après les échecs du modèle qui nous a été imposé depuis des siècles, nous continuons d'être les pasteurs, les adeptes de ces concepts, alors nous sommes soit ignorants, soit inconscients, soit bêtes, soit tout cela en même temps. Si devant la force brutale des autres qui nous contraint, qui nous impose ces lois, nous ne parvenons pas à nous unir pour faire face, c'est qu'il y a certainement chez nous soit de la lâcheté, soit de l'ignorance, soit de la bêtise, soit tout cela en même temps. Si malgré l'échec de leur modèle qui chaque jour nous saute aux yeux et dont nous sommes souvent les victimes collatérales, nous ne travaillons pas enfin à créer notre propre modèle qui nous ressemble, soit nous sommes bêtes, soit nous sommes inconscients, soit nous sommes ignorants, soit nous sommes tous là en même temps. Et dans ce cas, on doit arrêter de geindre. Vous, jeunes gens d'Afrique, retenez-le. Si vous, plus aguerris, mieux informés, plus connectés, ne prenez pas conscience que tout ce que nous avons de précieux, que le reste du monde convoite et exploite sans gêne, c'est-à-dire nos minerais, nos femmes, nos muscles, nos cerveaux, nos ovules et même nos ossements, pour ne citer que cela, si vous n'en prenez pas conscience et les protégez mieux que mes aînés et ma génération, alors vous n'êtes pas ignorants. Vous serez comme nous, soit bêtes, soit inconscients, soit lâches, ou tout ça à la fois. Je croise les doigts et prie fort nos ancêtres pour que vous ne le soyez pas. Ne soyez pas lâches. Sébastien Faye, Aïna Thiam, Ariel Kitio et toute l'équipe d'Afro-Média, nous vous remercions pour votre précieuse attention et votre soutien. Nous attendons également vos nombreux commentaires qui nous éclairent chaque jour davantage. Vous avez pu mesurer la quantité de contenu que nous vous proposons désormais. N'hésitez pas à nous manifester votre soutien par vos dons ou en vous abonnant tout simplement à toutes nos plateformes qui comptent plusieurs millions de followers. Et nous vous exhortons, pour écouter la version non censurée de cette chronique, à télécharger l'application Afro-Média, notre espace de liberté totale, où nous ne souffrons d'aucune censure pour vous proposer le narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance.